Salut tout le monde, c'est Julie de Betacro Nutrition Canine. Et le sujet de la chronique que je vous présente aujourd'hui, il y en a qui appellent ça un vent, il y en a qui appellent ça un gaz. Euh, En médecine, on appelle ça une flatulence. Moi, aujourd'hui, je vous parle de PET. OK? Euh, Ça a été un sujet de recherche autant amusant qu'intéressant et j'avoue qu'il y a des fois où j'ai vraiment beaucoup ri quand je lisais au sujet des flatulences chez les chiens. Et j'ai décidé d'en faire un sujet de chronique parce que c'est une plainte qui revient quand même régulièrement chez les parents de chiens, le fait que justement leur bête accro ben, leur pollue la vie avec leur pet malodorant. Hein? Et je voulais vous expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui cause justement les pets. Il y a différentes causes. Moi, je vais en explorer trois avec vous. Ensuite de ça, on va aussi voir non seulement les causes, mais qu'est-ce qui fait qu'un pet, ben, ça pue et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour corriger ça. On ne pourra pas totalement éliminer l'émission des pets, mais on peut les réduire et on peut faire en sorte que justement les pets hyperpuants soient un peu moins présents dans notre vie. OK? Fait excusez. Fait que, si vous êtes prêts, on va commencer. Donc, en médecine, les pets, c'est désigné, les pets, les rots, ces choses-là, c'est désigné par le mot flatulence, ce qui veut tout simplement dire des gaz produits dans l'estomac ou l'intestin et qui sont rejetés soit par la bouche sous forme d'éructation, soit par l'anus sous forme de vent. OK. Il y a un médecin, lui, qui a décidé que ben, c'était assez incomplet, qu'il fallait amener certaines précisions. C'est le docteur Philip Rothbush. Lui a déterminé qu'une flatulence, ce que nous on appelle communément un PET, c'est le terme qui va désigner un gaz qui est expulsé par l'anus. Alors que l'éructation, qui est le terme médical pour un rot ou un rot en bon québécois, c'est l'expulsion bruyante des gaz de l'estomac par la bouche. Et le docteur Rothbush a décidé d'ajouter associer un troisième terme à ça. En fait, oui, il a raison, mais c'est pas un terme que nous, on utilise vraiment au Québec. Le borborygme, hein, nous, au Québec, on va plutôt parler de gargouillement. En fait, ça, ces bruits-là dans le ventre sont causés par la propulsion des gaz à travers les intestins. Et fun fact, euh, il y a des recherches où il est estimé que les gaz se déplacent de 10 cm par seconde dans le tube digestif. Ça va vite quand même, hein, quand on sait que du moment qu'on avale de l'air, ben, cet air-là peut ressortir justement en PET au bout de 10 à 35 minutes. C'est assez rapide. Hein? C'est plus rapide que se déplacer à Montréal. C'est fou, hein? Donc, qu'est-ce qui cause les gaz? Il y a différentes causes à ça. Et comme je vous ai dit, on allait en explorer quelques-unes. Il y a, par exemple, l'aérophagie. L'aérophagie, ça se produit chez pas mal, presque toutes les espèces animales. Donc, l'aérophagie, en fait, c'est la déglutition généralement involontaire d'une certaine quantité d'air dans l'œsophage ou dans l'estomac. Et l'aérophagie peut, entre autres, survenir lorsqu'une personne, là, je vais parler d'un humain, souffre de congestion nasale, mange trop rapidement, ça les chiens le font, mange de la gomme, boire avec une paille ou même consommer des boissons gazeuses, ça peut justement exacerber la déglutition d'air. Et le gaz qui, dans le tract digestif, serait le résultat primaire de l'aérophagie, durant laquelle l'air entre dans l'estomac lorsque du liquide ou de la nourriture est avalé. Et vu la grande quantité de nourriture et de liquide qui est ingérée par jour, il y a de grandes quantités d'air qui entrent dans l'estomac. Et si cet air-là n'est pas évacué par éructation, donc par rot, l'azote, qui est un des gaz qui va composer l'air avalé, elle va passer au travers du tract digestif pour sortir jusqu'au rectum pour ensuite être évacuée par l'anus. Pardon. L'air peut aussi être avalé en l'absence d'ingestion d'aliments ou d'eau
mais on va plutôt parler à ce moment-là de propulsion d'un bolus d'air dans le pharynx. Et ça peut être provoqué, ça peut provoquer des flatulences excessives et ça va plus fréquemment être observé chez des races brachycéphales, donc les museaux courts comme le boxer, le bulldog, le carlin, le Boston Terrier et j'en passe. Chez le chien, il y a aussi l'exercice vigoureux et rapide qui peut exacerber l'aérophagie, mais c'est la même chose chez les humains. Si vous êtes moindrement quelqu'un qui, je ne sais pas moi, vous courez, bien, il arrive un moment donné où respirer par le nez, ça sera plus suffisant et là, vous allez respirer par la bouche parce que vous avez besoin d'une plus grande quantité. Votre corps, en fait, a besoin d'une plus grande quantité d'oxygène. Donc, voilà pour l'aérophagie, qui est un phénomène normal, mais qui peut être exacerbé par certaines choses que notre chien ou que nous aussi on fait. OK? Bon. L'autre, une deuxième cause de production, disons, excessive de gaz, dont on entend beaucoup moins parler, et pourtant, c'est la polyphagie. OK? Donc, en gros, je vais vous expliquer tout de suite c'est quoi la définition de la polyphagie. Donc, en gros, la polyphagie, c'est une exagération anormale de la prise d'aliments, habituellement liée à une augmentation de l'appétit. L'augmentation de l'appétit n'est pas toujours la cause de cette exagération-là dans la prise d'aliments. OK? Donc, souvent, ce qu'on va observer chez les chiens qui sont atteints de polyphagie, qui ont ça, la polyphagie, c'est des chiens qui vont se ruer sur leur bol. Et là, souvent, on va aussi voir dans les vidéos, là, la nourriture, là, ça roule partout. Ils prennent pas le temps de croquer du tout leur nourriture, c'est avaler tout rond. Ils vont souvent aussi s'étouffer avec leurs croquettes. Et ça cause des problèmes. Hein? C'est pas la meilleure façon de s'alimenter, disons. Pourquoi? Parce qu'on parle de mastication, mais dans le fond, c'est pas. Un chien, ça ne mastique pas. Le chien va prendre la nourriture, il va la croquer 2-3 coups, puis il va l'avaler. Et ça, c'est suffisant pour que, par exemple, la salive dans sa gueule, les enzymes qu'elle contient, puissent commencer un travail de digestion. Et la salive a aussi comme rôle de lubrifier les aliments pour les aider justement à passer dans l'œsophage. OK? Fait que là, le chien qui mange trop rapidement comme ça, ben, la salive, elle, ne peut pas justement faire son travail. Et à ce moment-là, ben, la nourriture aussi, ben, elle arrive pratiquement intacte dans l'estomac. Et ça, ben, veut pas, ça réduit sa digestibilité. Il faut comprendre que l'estomac, lui, oui, il y a un travail à faire. Sa façon de travailler, c'est qu'il y a des muscles qui vont se contracter et se décontracter et il y a aussi des fluides dans l'estomac qui vont participer justement au travail, comment je dirais ça, à réduire cette nourriture-là en bouillie pour qu'elle puisse ensuite de ça passer dans aux intestins. Donc, ces comportements-là de polyphagie, dans cette façon-là de se nourrir de façon inhabituelle et anormale, c'est exagéré, bien, ça peut causer, ça augmente les risques pour le chien de s'étouffer. Ça augmente aussi les risques de régurgitation, de vomissement, mais aussi ça augmente les risques du syndrome de dilatation, torsion de l'estomac. Et malheureusement, dans le cas du syndrome de dilatation et torsion de l'estomac, les chiens sont souvent découverts trop tard. Donc, même si on les amène chez le vétérinaire peut déjà plus rien faire. Dans le cas où le chien est découvert à temps et que la prise en charge est faite immédiatement, oui, le vétérinaire peut opérer. Il va réussir à remettre l'estomac en place comme il est supposé être, mais le chien, après ça, va garder une fragilité. Il va être plus à risque au fait que ça pourrait se reproduire encore. C'est donc à éviter. Et il y a aussi le fait que cette façon de manger-là, ça augmente l'ingestion d'air dans le système digestif. Donc, on augmente encore l'aérophagie. Les causes de la polyphagie sont multiples. Il y en a, par exemple, il y a des races de chiens chez qui c'est génétique. Et là, je parle pas principalement, c'est chez ceux que moi je sais que ça a été identifié. Le Labrador Retriever et le Golden Retriever, et on parle aussi du Flat Coat Retriever. Il y a d'ailleurs, petit aparté,
il y a une étude qui a été faite sur deux groupes de chiens. C'était des Labrador Retriever et des Flat-Coat Retriever. Et au cours de cette étude-là, ils ont découvert que 26% des chiens chez le Labrador, en fait, 26% des Labradors étaient atteints d'une mutation génétique. En fait, la polyphagie, dans ce cas-là, c'est causé par une mutation génétique. C'est la gène POMC qui a muté. Et ça affecte 26% des Labrador Retriever et ça affectait autour de 70% des Flat-Coat Retriever. OK. Ça, c'est une chose. Ensuite de ça, ce qu'ils ont découvert, c'est que, contrairement à l'idée populaire que ces chiens-là ont faim 24 heures sur 24, ces chiens-là recevaient leur ration de nourriture, la mangeaient, ils ressentaient ce sentiment de, cette sensation plutôt de satiété. Ils étaient rassasiés et ils étaient corrects. À la fin, après avoir mangé leur repas, ils n'avaient plus faim. Le problème, c'est que ces chiens-là ont de la difficulté à tenir, par exemple, jusqu'au prochain repas. Ils ont faim, eux autres. Hein? C'est le genre de personnes qui mangeraient des petites collations entre les repas principaux. OK? Autre découverte qui a été faite, ces chiens-là, leur métabolisme va utiliser que 75% de l'énergie qui est fournie par leur alimentation. Ce qui veut dire que le 25% qui est inutilisé, ben, il finit comment, lui? Ben, il va s'emmagasiner. Donc, ça peut mener le chien à du surpoids et même de l'obésité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les fameux tests de dépistage de maladies génétiques chez les chiens, le gène POMC, c'en est un qui est testé. OK? Et en génétique, ce qui est un peu plate, c'est qu'on peut introduire des nouveaux gènes, mais on ne peut pas enlever les mauvais. Donc, un labrador, en tout cas de ces trois types de retriever-là, s'ils ont le gène, ben c'est là pour l'éternité, ça ne disparaîtra pas. Bon, on ferme. On a fini pour la génétique. Une des causes de la polyphagie peut être psychologique, comme de l'anxiété, de l'ennui ou du stress. Hein, un peu comme les humains qui vont manger leurs émotions. Ne vous sentez pas mal, ça m'arrive de le faire. Chez le chien adulte, en tout cas, que du moins on pense en santé, une alimentation inadéquate. Donc, ça peut être dû à un apport calorique qui est insuffisant ou encore une alimentation qui est nutritionnellement incomplète et déséquilibrée. Là, à ce moment-là, lui, il veut essayer de compenser en mangeant plus, mais c'est pas la solution. Mais lui, il le sait pas. Bon. La polyphagie peut aussi être présente chez les chiots. Et ça peut être causé par le fait que la mère aurait reçu une alimentation qui était carencée pendant la gestation. Donc, il manquait des nutriments pendant la gestation. Ensuite de ça, pour le chiot, ben, ça peut être dû à un manque de ressources alimentaires pendant sa croissance et son développement. Ce qui veut dire que, par exemple, il pourrait carrément juste avoir manqué de nourriture. Donc, et par conséquent, ben, un apport de nourriture qui est insuffisant peut faire en sorte qu'il développe de la polyphagie. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la polyphagie, c'est pas quelque chose qui apparaît soudainement. C'est quelque chose qui va s'installer tranquillement au cours du temps. Mais pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui va leur sauter dans la face d'un coup. Ils vont se rendre compte, ah, mais voyons, il me semble que mon chien ne mangeait pas de même. Hein? Ben non, ça s'est installé doucement. Mais là, tu viens de t'en rendre compte. C'est tout. OK? Donc, ce qui fait que, bon, ça s'installe tout sournoisement et ça peut aussi être le symptôme de plusieurs troubles de santé, comme le diabète, une infection parasitaire, une insuffisance pancréatique, une hypothyroïdie, un syndrome de Cushing ou encore des problèmes digestifs et de maladies inflammatoires des intestins. Donc, si vous observez ce changement de comportement-là chez votre chien, amenez votre chien consulter un médecin vétérinaire rapidement pour déterminer la cause et traiter en conséquence. Vous avez des doutes? Là, maintenant, on n'a plus d'excuses. Là. On a tout un téléphone. Là. On prend notre téléphone, on filme quelques moments où on a nourri notre chien. On amène ça au médecin vétérinaire pour les regarder avec lui pour qu'il puisse voir ce comportement-là et lui pourra poser son diagnostic. Bon. Donc, on a regardé l'aérophagie, la polyphagie et maintenant, je vais vous parler de fermentation. J'entre plus dans mon domaine, l'alimentation.
la fermentation, comme telle, c'est un processus métabolique qui va convertir, en général du moins, des glucides en acide, en gaz ou même en alcool pour en extraire une partie de l'énergie chimique. C'est normal, c'est correct. Et pendant la fermentation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une grande quantité de gaz qui est formée dans le côlon. Et les aliments qui sont riches en oligosaccharides non absorbables sont plus susceptibles, eux, de produire de grandes quantités de gaz. Bon. C'est quoi ça, un oligosaccharide? Bien, en gros, il faut savoir que les oligosaccharides jouent un rôle important dans différents processus biologiques. Et ce sont des molécules qui sont essentielles à la vie et qui sont en fait composées de 2 à 20 sucres simples. Ils sont naturellement présents dans l'organisme humain, dans les cellules animales, végétales et microbiennes. Autrement dit, on ne peut pas les éviter. Ils sont partout, hein, parce que c'est masculin. Donc, en gros, les oligosaccharides vont jouer un rôle essentiel dans le maintien d'un microbiote intestinal sain. C'est aussi un acide gras à chaîne courte qui va fournir l'énergie nécessaire aux cellules intestinales. Et cet apport-là, il est crucial pour l'entretien et le renouvellement des parois intestinales. Les oligosaccharides ne sont pas digérés par l'estomac. Ce sont des prébiotiques qui vont nourrir et stimuler la croissance des bactéries dans l'intestin, donc du microbiote, des probiotiques. Et ça permet une activité florissante dans le côlon. Et ce phénomène-là de fermentation des oligosaccharides va entraîner une amélioration générale de la digestion, une meilleure absorption du calcium, un meilleur transit gastro-intestinal et une réduction des taux de lipides sanguins. Bon. Alors, comme je vous ai dit, les oligosaccharides sont inévitables. OK? Ils sont naturellement présents dans les fruits, dans les légumes, dans les grains. Mais ils sont particulièrement présents dans les légumineuses. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite, avant de revenir dans le vif du sujet. Fun fact, il y a une étude qui a été faite avec des humains. Et pendant cette étude-là, ils ont servi des repas et la moitié de l'apport calorique de ces repas-là, c'était des fèves au lard, cuites au four, autrement dit des bines. Et ils ont pu observer, mesurer en fait, que après la consommation des fèves au lard, le niveau basal d'émission des gaz augmentait de 15 à 176 millilitres de l'heure. Okay? C'est beaucoup de pets. Je reviens à mes légumineuses un peu plus sérieusement. Donc, tout ce qui est soja, le soya, les pois, haricots pinto, navy, haricots rouges, haricots noirs, haricots tortues, tous les noms que vous voulez leur donner, là, ce sont des légumineuses et elles contiennent de très grandes quantités d'oligosaccharides et ces oligosaccharides-là sont souvent associés à un excès de PET. Et par conséquent, si c'est le cas de votre chien, lisez la liste des ingrédients. Qu'est-ce qu'il mange? Et souvent, dans les croquettes sans grains, il va y avoir beaucoup de légumineuses. On peut aussi trouver des légumineuses dans des croquettes qui vont contenir des grains aussi. Mais à ce moment-là, dans tous les cas, si votre chien, avec les croquettes qu'il mange, que vous avez choisies pour lui, il y a des légumineuses, que ce soit sous la forme, par exemple, de farine de soya, résidus de soya, coque de soya, pois, fibres de pois, haricots pinto, n'importe quel comme ça. Et que votre chien, du moment, tu sais, vous avez remarqué que, avec ces croquettes-là, il pète beaucoup, ça serait un choix visé de changer. OK? Parce que l'apport en oligosaccharides est beaucoup trop grand pour lui. C'est trop, ça marche pas. OK. Donc, en gros, les oligosaccharides, ce sont autant des glucides que des fibres. Et il faut savoir que les fibres, ce sont des glucides non digestifs. Et là, je ne rentrerai pas dans le détail des fibres. Je vais juste résumer ça avec les 4 termes. OK? Il y a les fibres solubles qui se dissolvent dans l'eau et forment un jet dans le tube digestif. Et la plupart des fibres solubles sont transformées en sucre par les enzymes du microbiote intestinal
Et à ce moment-là, elles vont fermenter et vont produire des acides gras à chaîne courte, les AGCC. Et ça constitue une source d'énergie pour les cellules du côlon, comme je vous l'avais déjà expliqué. Ensuite, il y a les fibres insolubles qui, elles, elles sont présentes dans les parois cellulaires des légumes et dans la peau des fruits. Elles ne se dissolvent pas dans l'eau. Elles restent d'ailleurs presque intactes tout au long de du transit. En tout cas, tout le temps qu'elles passent dans le transit intestinal, là, dans le système digestif, elles restent intactes. OK? En gros, c'est ça que je veux dire. Je m'excuse. Elles ont un effet important sur la digestion, en particulier dans le côlon, en augmentant le volume des selles. Et grâce à leur capacité à attirer l'eau, elles contribuent à ramollir les selles et à réduire le temps du transit intestinal. Et ça peut aider à prévenir la constipation. OK? Donc, on a les fibres solubles, les fibres insolubles. On a aussi les fibres fermentescibles. Alors, celles-là, elles sont digérées par les bactéries bénéfiques, donc les probiotiques, dans le côlon. Et elles vont favoriser la santé intestinale en maintenant un équilibre optimal de la flore intestinale. Hein. Et elles vont contribuer à la production de certains acides gras à chaîne courte. Elles peuvent aussi aider à réduire le risque de maladies inflammatoires de l'intestin. OK? Et pour terminer, du côté des fibres, on va... il y a les fibres infermentescibles, donc elles ne fermentent pas. Et celles-là sont digérées par les bactéries intestinales, donc les probiotiques. Elles peuvent ajouter du volume aux selles et favoriser le transit intestinal, tout comme elles peuvent aider à prévenir la constipation. Puis là, ben, je vous ai aussi mis toute une liste, justement, des aliments qui vont contenir des fibres infermentescibles. Une fibre peut être soluble et fermentescible, insoluble, et elles peuvent cocher bien des catégories. OK? Bon. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un excès de glucides, donc de fibres, peut justement causer, être à l'origine, en fait, des vents violents que votre chien va expulser. OK? Tempête de pète, ça peut être causé par ça. Autres aliments qui peuvent causer des flatulences chez le chien, la consommation de produits laitiers. Hein, il y a des chiens pour qui le fromage, le yogourt, du lait, toutes ces affaires-là, ça passe pas très bien. Ça va justement causer des pets. Ouais. Et là, il y a un autre sujet qui va peut-être vous rendre un peu confus sur le coup, là, mais les protéines d'origine animale peuvent aussi favoriser en fait la création de gaz odorants, donc les pets qui puent, dans le tract digestif du chien. Et c'est ça, je voulais approfondir un peu là-dessus parce que je pense que c'est important qu'on en parle parce que, on va souvent justement vous dire, assurez-vous de fournir une alimentation qui fournit des protéines hautement digestibles à votre chien. Mais on ne développe pas plus là-dessus. Moi, je veux vous expliquer qu'est-ce qu'on va dire par là et où trouver ces fameuses protéines hautement digestibles-là. OK? Donc, la digestibilité des protéines, c'est quoi? Ben, c'est la qualité d'une protéine. On va être déterminé par sa capacité à fournir l'ensemble des acides aminés essentiels dont l'organisme a besoin pour sa croissance, son maintien, et ce, dans des proportions qui vont être suffisantes après la digestion. OK? Donc, digestible, ça va faire référence aux composants alimentaires qui peuvent être décomposés par les enzymes digestifs dans l'intestin. Et une source, il y a des systèmes qui ont été mis en place pour mesurer justement la digestibilité des protéines. Le plus ancien, c'est ça, le plus ancien s'appelle le Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, qui a été traduit en français par le score chimique corrigé de la digestibilité. En fait, imaginez un peu une échelle qui va servir à évaluer la qualité des protéines, mais cette échelle-là est basée sur, en fait, c'est entre 0 et 1. Donc, si on attribue la cote 1 à une protéine, elle est réputée d'être de meilleure qualité que celle qui a eu un 0. En fait, on en est arrivé là en comparant un profil d'acide aminé standard à un aliment. Et c'est comme ça qu'ils ont déterminé la digestibilité d'une protéine.
Donc, il y a le PDCAAS, celui que je viens de vous nommer, qui lui, ben, c'est 0 à 1. Bon. Et là, il y en a qui trouvaient que ben, le PDCAS, dans le fond, ça manquait un peu de précision, et j'avoue que oui. Alors, ils ont inventé une autre formule de calcul qui, elle, s'appelle le Digestible Indispensable Amino Acid Score, le DIAS, qui a été traduit en français par le score d'acide aminé indispensable digestif. Et le DIAS est plus précis parce que, entre autres, cette échelle de notation-là de digestibilité des protéines peut dépasser le 1. Ce qui fait que si un aliment excède des apports requis, ben lui peut avoir une cote plus élevée que 1. Ce qui n'était pas le cas avec le PDC2AS. Et par conséquent, le fameux Food and Agriculture Organization des Nations Unies, le FAO, lui recommande d'utiliser le DIAS plutôt que le PDCAS comme outil de mesure. Donc, ça, c'est les deux échelles pour justement mesurer la digestibilité des protéines. OK? Et quand on parle de gaz, la digestibilité des protéines a donc son importance parce que moins elle est digestible, plus il va avoir formation de gaz dans les intestins, puis plus le chien va péter. OK? Donc, la recommandation générale, c'est de fournir une alimentation qui va apporter des protéines hautement digestibles à votre chien. Et ça, souvent, on va vous parler en pourcentage. On ne vous parlera pas du DIAS ou du PDCAS, on va vous parler de pourcentage en vous disant assurez-vous de fournir une protéine qui est hautement digestible. Puis ça va être une protéine qui est digestible digestible, mettons, de 82 à 88 %. C'est facile à dire, mais il y a un problème qui vient avec cette recommandation-là, du moins pour le consommateur, parce que aucun fabricant ne fournit cette information-là sur son sac de croquettes ou son aliment cru ou peu importe qu'est-ce que c'est, lyophilisé, ce que vous voulez. Cette information-là n'est pas fournie. Et si vous allez sur leur site Internet, c'est pas fourni non plus. Donc, les seules informations sur lesquelles vous pouvez vous baser, c'est la liste des ingrédients et le tableau d'analyse garanti. OK? Mais il reste que quand le fabricant fabrique un produit et qui fait faire une analyse nutritionnelle, ce que vous voyez en fait sur le panneau, le tableau d'analyse garantie, c'est n'est dans le fond qu'un extrait. Parce que tout va être analysé. OK? Le contenu en protéines, les calories, les glucides, les acides aminés, les acides gras, les vitamines, les minéraux, tout est là. Et le score de digestibilité de cet aliment-là est aussi mesuré, mais pour une raison qui m'échappe, ce n'est pas une information qu'ils vont partager avec nous. Bon. Ça, c'est une chose. Ensuite de ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents facteurs qui peuvent aussi influencer la digestibilité d'une protéine. OK? Donc, son origine. Une protéine d'origine animale a une digestibilité beaucoup plus élevée que celle d'origine végétale, surtout pour un carnivore. OK? Ensuite de ça, j'arrête pas de taper sur mon micro, les autres ingrédients contenus dans la recette et son titre de cuisson, surtout dans les croquettes, où le taux de digestibilité peut varier entre de 64 % à 91 %. OK? Il faut lire la liste des ingrédients. Toujours. Fait que, comment on fait pour savoir ça? C'est quoi qui est digestible? C'est quoi une bonne protéine pour notre chien ou pas? Ben là, dans la documentation que je mets à votre disposition, que vous pouvez télécharger, j'ai fait un tableau où il y a 3 colonnes. La digestibilité d'une protéine excellente, modérée à peu digeste. Dans le fond, ça va vous aider à faire un choix et à éliminer certains, peut-être, produits que vous achetiez pour votre chien aussi. Bon. Ça, c'était pour l'alimentation. OK? Donc, pour l'alimentation, on regarde justement, les oligosaccharides, donc les glucides, les fibres, comment il y en a. S'il y en a trop, pour votre chien, ça ne passera pas. OK? Ça va faire trop de fermentation, il va péter. Si vous lui donnez des produits laitiers, ça se peut que ça ne passe pas puis qu'il pète. Si
dans son alimentation, dans le fond, est composée de protéines qui sont peu digestes, ben ça se peut qu'il pète plus aussi parce que ben ça passe pas. OK? Bon. Et là, pourquoi un pet, ça pue? Hein, pourquoi? Là, ça me dit, ben Julie, c'est des gaz. Ouais. Mais j'ai creusé ça parce que je voulais savoir un peu. Donc, les flatulences et les éructations sont composées de différents gaz et la majorité d'entre eux sont inodores. Ah! Et l'origine des gaz peut aussi différer d'un à l'autre. Ah! Tiens non, des gaz, ça ne sort pas juste par la bouche ni par l'anus. Donc, l'origine des gaz peut être l'air avalé, donc l'aérophagie, la diffusion par le sang, ouais, j'avoue que c'est surprenant, la fermentation bactérienne, comme je vous ai déjà expliqué, et le résultat du mélange de nourriture avec l'acide chlorhydrique qui est contenu dans l'estomac, la salive dans la gueule, les bicarbonates, ces choses-là, ça peut aussi favoriser la création de gaz. OK? En général, l'aérophagie, elle va faire en sorte que c'est de l'oxygène et du nitrogène qui vont être introduits dans le système digestif. OK? Ensuite de ça, l'introduction de la nourriture avec l'acide chlorhydrique, la salive, puis bon, toutes les autres affaires, ça va plutôt aider à produire en fait du dioxyde de carbone, donc le fameux CO2. Le sang aussi, lui, peut diffuser des gaz, c'est ça. Et là, lui, le sang va plutôt aider à favoriser la production, en fait, de dioxyde de carbone, le nitrogène, comme dans l'aérophagie, et l'oxygène aussi. Quant à la fermentation bactérienne, elle aussi, elle produit un gaz inodore qu'on appelle le méthane et qu'on a surtout associé aux vaches. OK? Fait que là, ça, c'est des gaz qui sont inodores. Mais si ces gaz-là sont inodores, des pets ne devraient pas sentir. Ben, c'est simplement parce qu'ils ne sont pas composés que de ces gaz-là. Les coupables de ces espèces d'attaques presque, comment est-ce qu'on appelle ça déjà, biochimiques-là, en fait, sont le résultat de la fermentation bactérienne dans le gros intestin. Et les gaz qui sont produits par la fermentation bactérienne, les gaz malodorants, les puants en fait, ce sont des composés soufrés volatiles comme le sulfure d'hydrogène, le méthanétiol et le sulfure de déméthylé. Ce sont les 3 puants responsables des pets qui vous empoisonnent la vie. C'est eux autres. OK? Et là, comment on s'en débarrasse de ça? Là, je vous ai donné plein d'informations, mais c'est peut-être là, vous avez peut-être une bonne idée de où je m'en vais ou à peu près. Vous avez peut-être déjà une idée de ce que vous devez faire vous-même. Bon, première chose, prendre un sapin sans bombe puis le coller sur les fesses de votre chien, c'est pas la solution. OK? Ça pourrait sentir le pet au sapin, mais ça va quand même sentir le pet qui pue avec du sapin, puis franchement, c'est pas un beau mélange d'odeurs. OK? Bon. Vous rendre au magasin et dire à la commis oui, mais mon chien pète beaucoup, ça pue, puis avez-vous quelque chose à me donner pour ça? Oui, madame, bien sûr. On a ici vous avez juste à mettre ça, là, ça goûte la menthe, là. Verser ça dans sa gamelle d'eau, puis à l'avenir, ses pets vont sentir la menthe. C'est pas la solution. Pas du tout. OK? Pourquoi? Parce que les flatulences, un chien qui pète beaucoup, qui a beaucoup de flatulences malodorantes, ça peut être un symptôme d'un trouble de santé sous-jacent qui n'a pas encore été diagnostiqué. Ça peut aussi être un signal pour vous faire savoir que son alimentation est inadéquate. Et à ce moment-là, il faut corriger. Et si à la place de corriger ça, tu sais, d'investiguer, mettons, avec un vétérinaire, faire passer des tests ou quoi que ce soit, ou de changer son alimentation parce qu'on pense que, bon, ben c'est ça le problème, parce qu'on a lu la liste des ingrédients, puis que, OK, ouais, c'est pas fameux, je vais essayer d'autres choses, que j'achète le fameux produit à la menthe, je pourrais passer à côté d'un problème de santé qui pourrait éventuellement, j'allais dire, vous péter d'en face, là, mais en tout cas, c'est pas... Je m'excuse, j'ai pas d'autre expression. Mais masquer l'odeur, ça réduira pas non plus la production de gaz que votre chien va émettre. Donc, comment fait-on pour diminuer ces émissions de gaz, justement là? Bon,
commencez par vérifier la liste des ingrédients. OK? Peu importe l'alimentation que vous fournissez à votre chien, vérifiez la liste des ingrédients. Est-ce que ça contient beaucoup de glucides et de fibres? Est-ce qu'on vous mentionne, par exemple, du soja, des pois ou toute autre légumineuse dès le début de la liste des ingrédients? Est-ce que cette formule-là contient des protéines hautement digestibles? OK? C'est à voir. Ensuite, vous pouvez servir plusieurs petits repas à votre chien au lieu de un ou deux. OK? Fait que peut-être que votre chien, lui, juste de manger, au lieu de manger un repas, deux, ça va aider à régler le problème. Si en mangeait deux, peut-être qu'un troisième, diviser ça en trois petits repas, ça va être mieux. Vous, je veux dire, ça ne coûte rien d'essayer. OK? Bon. Ensuite de ça, évitez. Ouais, OK, excusez. Si votre chien est nourri aux croquettes, ajoutez-y des aliments humides. OK? Moi, je vous suggère surtout d'ajouter, par exemple, des sardines, des poissons. Là, s'il y a déjà beaucoup de fibres, d'oligosaccharides dans sa nourriture, beaucoup de ça, n'allez pas à y ajouter des fruits et des légumes. Ben, pas vrai. Vous pouvez en ajouter, mais beaucoup moins. Moi, à ce moment-là, j'irais plus du côté des poissons. Un peu de sardines, du saumon, des choses comme ça. Et comme ça, vous allez lui fournir un apport en oméga 3. Donc, un ajout d'aliments humides aux croquettes. Évitez la nourriture qui contient de la carragénane. Pourquoi la carragénane? C'est quoi cette affaire-là? Bon, en gros, la carragénane, c'est produit à partir d'une algue rouge. La carragénane, elle va agir comme un agent, comment on appelle ça? Épaississant ou gélifiant. Et c'est souvent utilisé dans plein de choses, mais surtout dans les conserves, justement, pour animaux. Vous savez, cette espèce de gelée-là, quand on ouvre, surtout les conserves pour chats, c'est souvent de la carragénane. Et là, il y a beaucoup d'études, mais qui sont contradictoires au sujet de la carragénane. Bon, première chose, on dit que ça peut justement causer ou aggraver de l'inflammation dans l'intestin. Donc, si votre chien a déjà des troubles intestinaux, évitez la nourriture en conserve qui contient de la carragénane. Prenez pas de risque. OK? Ensuite de ça, là, les études se contredisent toutes sur le fait que la carragénane pourrait être cancérigène. OK? Je sais qu'en France, le CIRC, si je ne me trompe pas, c'est ça, pour eux, la carragénane, ça a été. En fait, le CIRC a classé la carragénane comme étant cancérigène. Vous pourriez aussi le voir dans des aliments sous l'appellation E407. OK? Si jamais ce n'est pas écrit en toutes lettres, carragénane, le E407, c'est ça. OK. Autre chose, observez votre chien au moment des repas. Comment il se comporte? Est-ce qu'il mange rapidement pour, par exemple, éviter qu'un congénère lui vole la nourriture dans sa gamelle? Si c'est le cas, en attendant de savoir comment corriger ce comportement-là avec, par exemple, l'aide d'un comportementaliste canin, parce que moi, c'est vers ça que j'irais, séparez-les au moment des repas pour que votre chien puisse manger en paix. OK? Peut-être que vous ne savez pas comment gérer ça, puis vous avez besoin d'aide. À ce moment-là, il faut aller la chercher cette aide-là auprès d'un professionnel, et ça, c'est un comportementaliste canin. Si, par contre, votre chien mange super rapidement, vous pensez que, ouais, finalement, il y a peut-être la polyphagie, mon chien, mais qui vit tout seul, assurez-vous, premièrement, de lui fournir une quantité de nourriture qui va être suffisante, d'une bonne qualité, donc par là, j'entends qu'il va répondre réellement à ses besoins, et consulter un médecin vétérinaire pour vous assurer qu'il ne souffre pas d'un trouble de santé. OK? Ensuite, vous pouvez faire travailler votre chien au moment des repas. Puis je pense que ça serait une bonne idée, justement, de le faire à ce moment-là parce que c'est bien plate ce que je vais vous dire, mais je trouve que quand il s'agit de nourrir les chiens, les gens ont tendance à prendre beaucoup de raccourcis. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Alors que pour nous, les humains, manger, c'est quelque chose d'important. C'est sûr que je ne vous dirai pas partagez votre repas avec votre chien. C'est pas ça que je dis. Mais prenez le temps de vous asseoir avec lui. Et à ce moment-là, si votre chien est nourri aux croquettes, prenez des croquettes et lancez-en quelques-unes sur le sol. Là, il va être obligé de se servir de son nez pour pouvoir aller manger et vous allez le ralentir. Sa prise d'aliments va être ralentie. Autre chose que vous pouvez faire, utiliser des casse-têtes. Il existe des casse-têtes pour chiens. Utiliser un cône
ou encore un tapis de fouille, ou même le nourrir à la main. Ça pourrait aider à le ralentir s'il a tendance à manger très, très vite. OK? Si votre chien a énormément de pets puants, évitez de lui donner des suppléments vitaminiques ou des suppléments de minéraux ou encore une huile de poisson. On ne fait pas ça parce que ça peut justement altérer sa flore intestinale. Évitez les produits laitiers, les légumes crus et les crucifères tels que le brocoli, les choux et les choux-fleurs. Le chou-fleur, pardon. Autre truc, augmentez l'exercice. Après avoir mangé, partez avec votre chien et allez prendre une petite marche, une petite demi-heure de marche, ça va faire du bien. Ça va encourager justement le chien à déféquer. Et quand on parle de déféquer, ben, on parle aussi d'éliminer des gaz intestinaux parce que en marchant, ben, il va péter. Puis, ben, au lieu de faire les pets dans la maison, il va les faire dehors. Puis, en même temps, ben, vous allez faire une pierre deux coups. Ah oui, un autre fun fact, ça vous intéresse-tu de savoir ça? Deux choses. Est-ce que vous saviez que ce ne sont pas toutes les espèces vivantes qui pètent? Hein? Les poissons rouges, les oiseaux, hein, et les pieuvres et les palourdes ne pètent pas. Hein? C'est surprenant, hein? Ensuite de ça, il y a une autre chose que je voulais vous dire, puis que moi, ça m'a bien fait rire. Savez-vous pourquoi les pets font du bruit? Le son des pets, ça vient des vibrations du sphincter anal lors de l'expulsion des gaz. Donc, quand les muscles sont contractés ou relâchés, dépendamment comment c'est, ben, le son peut être plus aigu ou plus grave. Et plus le muscle autour du sphincter est détendu, plus le son est fort. Ben, moi, j'en connais qui sont très relaxants. Fait que sur ça, je vous dis bye bye et à la prochaine.